Nous sommes à Berlin en 1920, l'une des périodes les plus vibrantes pour les milieux intellectuels et artistiques. Albert Einstein, alors professeur à l'université de Berlin, mais surtout une figure éminente non seulement dans le monde scientifique, mais aussi dans les cercles culturels de la ville. Berlin était un carrefour d'idées où se croisaient les esprits les plus brillants de l'époque, des scientifiques aux artistes en passant par les écrivains. Un soir, lors d'une réception organisée par un médecin des arts, Einstein se retrouva en conversation avec quelques écrivains et philosophes. Parmi eux, un ami commun mentionne un roman récemment publié qui faisait grand bruit dans les grands cercles littéraires. C'est Le Château de Franz Kafka. Curieux, Einstein, toujours avide de nouvelles idées, demande à en avoir une copie. L'un des invités, un fervent admirateur de Kafka, avait justement un exemplaire du roman avec lui. Il le tendit à Einstein avec un sourire désireux de connaître l'opinion du grand physicien sur cette œuvre complexe et énigmatique. Einstein prit le livre, feuilleta quelques pages et s'attardant sur certains passages, il fronça les sourcils, non pas en signe de désapprobation, mais de profonde concentration. Après quelques minutes de lecture silencieuse, il leva les yeux et dit avec un sourire ironique: « Ce livre est trop profond pour moi. » Einstein savait reconnaître la complexité et la profondeur d'une œuvre littéraire. Pour lui, Le Château était une exploration labyrinthique de la condition humaine, une quête interminable de sens et de vérité, des thèmes qui résonnaient profondément mais qui demandaient une autre forme de compréhension, peut-être plus introspective que scientifique. C'est à travers de nombreuses anecdotes comme celle-ci que naît la légende qui ne meurt jamais, celui qui ressuscite quotidiennement depuis sa mort, celui qui marquera le monde de la littérature pragoise, l'un des hommes les plus sujets à controverse, mais aussi un écrivain torturé. Rentrons alors dans les profondeurs de la vie de Franz Kafka. À partir du moment où il y aura des lecteurs de Kafka, il y aura toujours des livres sur Kafka. Pourquoi? Parce que les livres de cet auteur pragois sont toujours différents, c'est-à-dire qu'ils sont toujours interprétés de manière différente. Il y a autant d'interprétations des œuvres de Kafka que d'êtres humains sur cette terre. C'est ce qui donne aussi l'universalité de sa parole, l'universalité de ses écrits, et qui fait que tout le temps, Kafka renaît par l'écriture de contemporains qui écrivent sur une nouvelle interprétation, une nouvelle critique, une nouvelle observation des œuvres de Kafka. Mais alors, qui est vraiment ce jeune homme ? Je vais vous parler de la vie de Kafka, mais évidemment, ça sera toujours en surface. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assez de temps pour pouvoir parler en profondeur de toute sa vie. Pour cela, vous avez des œuvres remarquables et je vous mets les sources dans la description de cette vidéo. Si vous voulez vraiment vous plonger dans les profondeurs de son histoire, en savoir plus avec beaucoup plus de détails, je vous invite évidemment à lire les œuvres sur Kafka qui ont été réalisées, notamment sur sa vie. Donc, vous avez tous les liens en description. Franz Kafka est né le 3 juillet 1883 à Prague, alors partie de l'Empire austro-hongrois, dans une famille juive germanophone. Son père, Hermann Kafka, était un homme d'affaires autoritaire et pragmatique, propriétaire d'un magasin de vêtements, tandis que sa mère, Julie Lowy, appartenait à une famille de la bourgeoisie intellectuelle. Les relations que le jeune Kafka entretenait avec son père étaient extrêmement complexes. Nous n'avons que très peu d'écrits intimes provenant des tendres années de Kafka, sauf la lettre au père qui relate sa relation avec son père. Un épisode traumatisant de Kafka est relaté notamment à l'intérieur. C'est l'épisode où l'enfant réclame de l'eau avec insistance et que son père le fâche et le punit. Il écrit: « Tu me sortis du lit, me portas sur la Paulatz et m'y laissa un moment seul en chemise, debout devant la porte fermée. Conformément à ma nature, je n'ai jamais pu établir de relation exacte entre le fait tout naturel pour moi de demander de l'eau sans raison et celui particulièrement terrible d'être porté dehors. » Kafka a toujours cette impression d'étrangeté et de confrontation entre cet homme puissant et gigantesque qu'est son père et ce jeune homme fébrile qu'était Kafka. Il faut savoir que cette lettre au père que Kafka écrit bien plus tard est en réalité une lettre qui était destinée à son père, mais qu'il ne lira jamais. Il a donné cette lettre à sa mère et sa mère n'a jamais eu le courage de donner cette lettre à son père, ce qui fait que c'est un chef-d'œuvre qu'on lit, clairement littéraire, mais dans ce chef-d'œuvre, l'intention première n'a pas été réalisée. C'est-à-dire que c'est une lettre qui a été faite pour quelqu'un qui, ce quelqu'un, ne lira jamais cette lettre. L'enfance de Kafka se déroule dans un environnement où la discipline stricte et les attentes élevées de son père créent une atmosphère de pression constante.
Hermann Kafka, c'est un homme qui est massif, à la voix tonitruante, exerce une influence écrasante sur son fils, à la fois physiquement et psychologiquement. Franz, de son côté, est un enfant qui est sensible, introspectif, qui est souvent malade, ce qui renforce son sentiment d'inadéquation face aux attentes de son père. Il faut savoir une chose, si Kafka a autant subi l'influence de son père qui était grand, costaud et imposant, c'est aussi et surtout parce qu'il le vénérait. Et oui, Kafka dira plus tard à Félix Bauer dans des lettres « T'ai-je déjà dit que j'admire mon père ?» On ne souffre pas de l'oppression sans l'importance posée sur l'oppresseur. En tout cas, dans le cas de figure de Kafka. Kafka avait deux frères plus jeunes, George et Heinrich, qui sont morts en bas âge, ainsi que trois sœurs, Ellie, Vali et Otla. La perte de ses frères et la dynamique familiale complexe ont nourri un sentiment d'isolement chez Kafka. Otla, la plus jeune des trois, deviendra plus tard la confidente de Kafka, partageant avec lui une compréhension tacite de leur situation familiale. La mère de Kafka est absente, elle ne s'occupe que très peu de lui car elle porte sur ses épaules le poids du deuil de ses deux autres fils. Cela n'empêche que Kafka s'identifiera plus à la famille de sa mère, qui sont des intellectuels et spirituels, qu'à celle de son père, qui sont des commerçants. Dès son plus jeune âge, Kafka est créatif. À l'âge de 6 ans, Kafka créait un petit théâtre de marionnettes. Il écrivait les scénarios, il fabriquait des marionnettes et utilisait cette activité comme une forme d'échappatoire à la réalité étouffante de sa vie familiale. Cet intérêt pour le théâtre et la mise en scène est un prélude à la dimension théâtrale et absurde qui marquera plus tard son œuvre littéraire. Par la suite, il fera jouer une autre pièce de théâtre à ses sœurs et les accompagnera dans leur éducation, leur donnant l'obligation de prendre soin d'elles et d'apprendre à lire. Il essaie de prendre le rôle du père pour combler les failles produites par celui-ci. Mais l'éducation familiale n'est pas le seul problème pour le petit Kafka. Pourquoi? Parce qu'à l'école, figurez-vous que ça se présente aussi pour lui un peu comme un autre lieu de tension. Il fréquente le Deutsche Knabenschule, qui est une école primaire allemande que je dis très mal, particulièrement stricte, où il se distingue par ses capacités intellectuelles. Mais lui ne se sent jamais, et se sent en tout cas toujours en décalage avec ses camarades. Il est doué, Kafka. Personne ne ressent son mal-être, mais pourtant, il est bien présent. À cette époque, il commence à développer une passion pour la littérature, un refuge contre la rigidité de son environnement familial et scolaire. Son admiration pour les œuvres de Goethe et les récits fantastiques l'emmènent dans des mondes imaginaires où il peut s'échapper, ne serait-ce que temporairement. Et s'échapper à quoi? S'échapper à la pression de la réalité quotidienne, qui est difficile. Il se passionne d'abord pour Spinoza, puis pour les théories de Darwin. Il faut savoir que Kafka est juif de base, mais que son évolution spirituelle l'a amené à ce que Hugo Berman, un ami de Kafka, qualifie de phase d'athéisme ou de panthéisme, et il voulut absolument me détourner de mes croyances juives. C'est pour vous dire que ce n'était pas un grand pratiquant. Kafka se fait des amis, donc Rudolf Loewy, Hugo Bergman, Ewald Felix Primbraud ou encore Oscar Polak qui restera le plus grand pote de Kafka. Alors, le plus grand pote après Max Brod qui lui sera vraiment son meilleur ami. Dans ses influences littéraires, il faut savoir qu'il y a un autre auteur qui a une place immense pour Kafka, c'est Flaubert. Il en parle très souvent, c'est un grand fan de ses écrits et il va avoir de longues discussions dans les cercles culturels. Il va avoir de longues discussions avec son ami Max Brod justement sur Flaubert. Et d'ailleurs, c'est même lui qui fera découvrir à Max Brod Flaubert. Il passe ses vacances d'été dans la campagne bohémienne chez son oncle qui offre à Kafka quelques moments de répit. La nature devient un sanctuaire, un lieu où il peut respirer, observer le monde à son propre rythme. Ces séjours en campagne nourrissent son imaginaire et l'inspirent profondément, même si le retour à Prague signifie toujours un retour à la réalité oppressante de sa vie quotidienne. Le climat politique et social de l'époque est également un impact qui est indélébile sur Kafka. La montée de l'antisémitisme en Europe centrale, les tensions entre les différentes communautés ethniques de Prague et le sentiment croissant de crise et d'aliénation dans l'Empire austro-hongrois sont autant de facteurs qui alimentent ces sentiments de peur et de persécution, des thèmes qui évidemment on retrouvera dans ces récits. Si on devait définir l'enfance de Kafka, nous la définirions comme une lutte constante pour satisfaire les attentes de son père, tout en cherchant à préserver son propre espace intérieur. Et cette lutte fera l'objet de toute son évolution durant
toute la suite de sa vie. Kafka est un homme contradictoire, Kafka est un homme qui est torturé, qui est tiraillé. Il y a une forme de constante oppression à l'intérieur de soi, entre des forces qui s'affrontent. C'est le désir d'écrire, mais de souffrir de l'écriture. C'est le désir d'amour, mais de souffrir de l'engagement. C'est toujours à la fois ce qu'il veut et à la fois ce qui le fait souffrir. C'est désirer de la chaleur et se brûler avec le feu qu'il nous chauffe. En 1901, Kafka obtient son diplôme de l'Altes Gymnasium avec une distinction et sur l'insistance de son père, il s'inscrit à l'université Charles-Ferdinand de Prague pour étudier le droit. Le choix de cette filière est principalement dicté par le désir de son père de voir son fils entrer dans une profession stable et respectée, bien que Kafka ait initialement souhaité étudier la littérature et la philosophie. Le droit, cependant, lui offre un compromis acceptable, lui permettant de poursuivre des études tout en conservant une certaine sécurité professionnelle. À l'université, Kafka continue de se distinguer par son intellect, mais il se sent également de plus en plus aliéné par les exigences de ses études. Néanmoins, cette période est marquée par une intensification de son activité littéraire. Il rejoint plusieurs cercles littéraires où il rencontre des écrivains et des intellectuels influents, dont Max Brod, qui deviendra son ami le plus proche et son principal soutien littéraire. Brod, qui est un fervent défenseur de Kafka, joue un rôle déterminant en l'encourageant à écrire et à publier ses œuvres. Sa relation avec un autre ami, Hugo Bergman, se dissipe avec le fait que Hugo devient sioniste et décide de partir voyager, faire des études. La distance comme séparation. Lors d'un séminaire à l'université, Kafka, habituellement réservé, est intervenu avec une passion inattendue pour défendre une position littéraire. Et Brod, qui est impressionné par l'intensité et la clarté de ses arguments, a immédiatement cherché à faire sa connaissance. Cette rencontre fortuite marque le début d'une amitié qui durera toute leur vie. Brod devenant non seulement un confident, mais aussi un fervent promoteur de l'œuvre de Kafka. Alors la rencontre elle est super intéressante entre Kafka et Max Brod parce que Brod va faire une conférence et il va faire un éloge de Schopenhauer. Et Kafka, qui est un fervent Nietzschéen et qui aime Nietzsche profondément, va justement contredire l'indifférentisme de Brod et lui donner des arguments directs qui vont remettre en question tout ce qu'il va dire sur Schopenhauer. En fait, en faisant un éloge de Schopenhauer et en disant que toutes les personnes qui le contredisent disent en réalité n'importe quoi, et ben Brod était en train de faire une critique directe de Nietzsche, ce que Kafka n'a pas accepté. Et c'est comme ça, sur ce conflit intellectuel qui n'en est pas vraiment un, que naît en fait l'amitié incroyable de Kafka et de Brod. Malgré la pression de ses études de droit, Kafka trouve du réconfort et de l'inspiration dans la vie culturelle vibrante de Prague. Il assiste à des conférences, des expositions d'art, des représentations théâtrales qui enrichissent son imagination et ses perspectives intellectuelles. Notamment une figure célèbre de l'époque, Franz Brentano. Je ne peux pas m'attarder sur ce personnage, mais sachez simplement que Kafka fut influencé par cet homme qui fut le maître de Husserl, créateur de la phénoménologie et concurrent direct de Kant. C'était pas n'importe qui cet homme-là, mais je ne peux pas malheureusement en parler, ce serait beaucoup trop long. Kafka rejoint le cercle d'intellectuels de Prague du nom de Café Louvre qui se réunissait tous les 15 jours pour parler principalement de philosophie. En 1906, Kafka obtient son doctorat en droit, une réalisation qui, bien qu'appréciée par son père, ne comble pas ses propres aspirations littéraires et intellectuelles. Peu après, il commence à travailler pour l'Institut des assurances contre les accidents du travail de Bohême en tant que juriste. C'est une position qui, bien que stable et respectée, est ressentie par Kafka comme une source de frustration et d'aliénation supplémentaire. Mais ce travail lui laisse suffisamment de temps pour poursuivre ses activités littéraires et c'est au cours de ces années qu'il écrit certaines de ses œuvres les plus importantes. Il faut savoir que Kafka, lorsqu'il travaillait en tant que juriste dans ses compagnies d'assurance, ça lui permettait de pouvoir finir assez tôt et de pouvoir après travailler et écrire la nuit. En fait, il écrivait la nuit parce qu'il avait besoin d'une grande tranquillité, d'une grande solitude et d'un calme immense. Et c'était le seul moment qu'il trouvait pour pouvoir exprimer sa créativité. Ce qui fait que la journée ou dans ses heures de travail, s'interposer avec de l'écriture lui paraissait être impossible. Là commencent les grandes difficultés professionnelles pour Kafka. L'aliénation d'un travail qu'il réalise à la perfection dans les compagnies d'assurance. Il aide les personnes victimes de dommages avec un intérêt immense pour la justice. Il a toujours extrêmement bien réalisé son travail, mais son amour pour la littérature le coupera en deux. La passion pour ce qui le fait souffrir, vivre pour écrire et à chaque mot, mourir un peu plus.
Ce travail, bien qu'administratif, est relativement stable et s'avère rapidement aliénant, encore une fois, pour Kafka. Il voit son poste comme une forme d'emprisonnement, un thème qu'on retrouvera dans ses écrits bizarrement, les descriptions bureaucratiques des personnages englués dans des systèmes oppressifs qui apparaîtra dans ses œuvres comme le procès, le château, trouve sans doute leur origine dans son expérience professionnelle. Quand on regarde le procès, c'est une critique directe de la bureaucratie, le château aussi. Toutes les œuvres de Kafka peuvent être perçues comme une critique de la bureaucratie. Dans le procès notamment, l'homme est accusé de quelque chose dont il ne connaît pas la cause et va être tué pour ce qu'il a fait. Donc il a fait quoi? On ne sait pas. Et donc c'est là toute l'absurdité, c'est la recherche de quelque chose dont on sait tout le long du livre qu'il ne retrouvera pas. Et aussi une critique directe de la bureaucratie et des limites de la justice. Malgré la monotonie de son travail, Kafka se montre consciencieux et ses rapports sont appréciés pour leur précision et leur clarté. Il développe même des méthodes innovantes pour réduire les accidents de travail, montrant une réelle compétence et une capacité à apporter des solutions pratiques et des problèmes complexes. Mais ses succès professionnels ne compensent pas vraiment la frustration qu'il ressent face à l'éloignement de ses aspirations littéraires. C'est durant cette période, au début des années 1910, que Kafka intensifie son activité littéraire. Ses soirées, ses week-ends sont consacrés à l'écriture, une tâche qu'il aborde avec une discipline rigoureuse, puisqu'en 1912, il écrit le Verdict en une seule nuit, un exploit qu'il décrit comme une expérience transcendante. Ce récit, dédié à son ami Max Brod, marque un tournant dans sa carrière d'écrivain. Il y aborde des termes qui lui sont chers, comme l'autorité paternelle, la culpabilité et le jugement. En parallèle, Kafka entretient des relations complexes avec les femmes, puisqu'en 1912, il rencontre Felice Bauer, une jeune berlinoise travaillant pour une entreprise de dictaphone. Leur relation, principalement épistolaire, est marquée par une intensité émotionnelle et une instabilité constante. Kafka, tiraillé entre son désir d'intimité et sa peur de l'engagement, propose 2 fois à Felice de se fiancer, mais rompt 2 fois les fiançailles à chaque fois. Cette relation tumultueuse est immortalisée dans leurs lettres publiées plus tard sous le titre de « Lettres à Felice », que je vous invite vraiment à lire parce que ce sont des lettres qui sont très belles. Toutes les correspondances de Kafka sont extrêmement intéressantes et nous permettent de pouvoir en comprendre bien plus sur son comportement. Sachant que Kafka aimait beaucoup les femmes, même pour ne pas dire énormément, puisqu'il fréquentait aussi énormément de maisons closes. Il mettait une importance immense sur le corps, que ce soit sur le corps des autres, mais aussi sur son corps à lui. Toute sa philosophie est une philosophie qui se veut être du corps. Il se définissait comme une ligne, il se voyait exactement comme une ligne. Il avait un rapport à son corps qui est extrêmement complexe et c'est un thème qui revient et qui revient beaucoup dans ses écrits, c'est le problème du corps. Et n'empêche que Kafka est attiré par les femmes parce qu'il avait ce genre de fréquentation-là. L'écriture de Kafka durant cette période reflète son état d'esprit tourmenté. En 1913, il publie son recueil de nouvelles, La Métamorphose, où il explore l'aliénation et la transformation de l'individu face à une société hostile. C'est l'histoire de Grégor Samsa qui se réveille un matin transformé en insecte géant et est une métamorphose poignante en fait de l'isolement et de l'incompréhension ressentie par Kafka lui-même. Cette nouvelle, comme beaucoup de ses œuvres, est marquée par une prose limpide mais troublante, où l'absurde côtoie le tragique. C'est très angoissant les œuvres de Kafka. L'univers est assez sombre, est assez prenant, hein. Il pèse une atmosphère qui est lourde, alors que l'image qu'on a de Kafka, c'est souvent quelqu'un de fermé, c'est souvent l'angoisse, c'est souvent la peur, voilà, l'aliénation, la transformation, alors qu'en réalité, Kafka n'était pas comme ça. Kafka était quelqu'un de très rigolo, il pouvait se moquer lui-même de ses écrits lorsqu'il faisait des espèces, alors en fait, dans leur cercle littéraire, il lisait à voix haute, notamment des écrits qui lui appartenaient. Et malgré que l'écrit soit extrêmement tragique, il était absolument mort de rire à chaque fois qu'il parlait de ses œuvres, sachant que c'est ce contraste entre une œuvre tragique et un homme qui la cite en criant de joie en réalité et en pleurant de rire,
ça rajoute encore une dissonance et ça rajoute encore plus peut-être d'angoisse autour du personnage. Mais c'était un homme qui profitait de la vie, qui était profondément joyeux et pas du tout quelqu'un qui se renfermait malgré sa solitude dans une profonde dépression constante. Pas du tout, on n'était pas là-dedans. En 1914, alors que l'Europe s'embrase avec le début de la Première Guerre mondiale, Kafka est exempté du service militaire en raison de sa santé qui est fragile. Et oui, la guerre exacerbe son sentiment de désespoir et d'impuissance, des émotions qui se retrouvent bien sûr dans ses écrits et notamment dans cette période, il commence à travailler sur Le Procès, qui est un roman inachevé qui raconte l'histoire de Joseph K., un homme arrêté et jugé par un tribunal obscur sans jamais connaître la nature de son crime. Ce roman est une critique directe de la bureaucratie, de l'absurdité de la justice, thématique qui hante l'œuvre de Kafka. Les années de guerre sont également marquées par une intensification de ses problèmes de santé puisqu'en 1917, Kafka est diagnostiqué avec la tuberculose, une maladie incurable à l'époque. Il doit passer de longues périodes en sanatorium où il tente de se soigner tout en poursuivant son écriture. La tuberculose ajoute une nouvelle dimension de précarité à sa vie déjà fragile et ses lettres de cette période révèlent une conscience aiguë de la mortalité et des réflexions profondes sur la souffrance et la solitude. Une relation importante de cette époque est celle avec Milena Jesenská, une journaliste et traductrice tchèque. Leur correspondance entamée en 1920 est marquée par une profondeur émotionnelle, intellectuelle intense. Milena devient non seulement une confidente, mais aussi une critique précieuse de son travail. Leur relation, bien qu'intensément platonique, est marquée par une compréhension mutuelle et une admiration profonde. Les lettres à Milena, publiées après la mort de Kafka, témoignent de cette connexion unique. C'est sublime. Il faut que vous lisiez ces lettres-là, elles sont magnifiques. Dans ces dernières années, Kafka déménage souvent, cherchant un climat plus favorable pour sa santé qui est déclinante. Il séjourne en Allemagne, en Autriche, dans divers sanatoriums, mais son état continue de se détériorer. Il est soutenu par Dora Diamant, une jeune femme qu'il rencontre en 1923 et avec qui il entame une relation marquée par une affection sincère, un soutien mutuel. Dora l'accompagne dans ses derniers mois, partageant ses espoirs et ses craintes. Franz Kafka décède le 3 juin 1924 à Kirling, près de Vienne, des suites de la tuberculose. Il laisse derrière lui une œuvre inachevée, mais profondément influente, caractérisée par une exploration des thèmes de l'aliénation, l'absurdité, la lutte contre les forces oppressives et incompréhensibles. Max Brod, malgré les instructions de Kafka de détruire tous ses manuscrits non publiés, décide de les éditer et de les publier, assurant ainsi que l'œuvre de Kafka trouve son public et son influence durable dans le monde de la littérature. Et oui, les derniers vœux de Kafka étaient ceux de destruction. Lui-même avait déjà détruit de nombreuses œuvres, mais il avait demandé à Max Brod de détruire toutes ses œuvres et d'absolument rien publier, mais pas directement. Au départ, il a fait 2 testaments. Sur le premier testament, il dit qu'il veut publier une partie de ses œuvres, et puis sur le deuxième, il dit non, il faut absolument toutes les supprimer. Max Brod, qui lui l'a accompagné toute sa vie et qui l'a poussé à écrire, qui l'a poussé à être édité dans différents petits journaux, dont on n'a pas vraiment vu dans cette vidéo parce que vraiment ça serait très très long, mais il a énormément aidé Max Brod a énormément aidé Kafka dans l'évolution de son écriture. Il a accompagné tout le long de sa vie, ce qui fait qu'il savait et qu'il connaissait la profondeur de ses écrits, il savait le talent qu'avait Kafka, il savait absolument tout sur la profondeur et la puissance des écrits de Kafka. C'est pourquoi il n'a pas poursuivi, en fait, il n'a pas honoré ce que Kafka lui a demandé et a publié ses œuvres. D'ailleurs, il a bien fait parce que du coup, ça a marqué le monde de la littérature, sachant que ce qui est quand même paradoxal dans son histoire à Kafka, c'est que c'est quelqu'un qui se dénigrait énormément, qui avait une vision de lui qui est extrêmement pessimiste, mais qui à la fois avait une profondeur d'âme, il y avait un talent qui était immense, il ne savait juste pas le reconnaître. Mais en même temps, est-ce que s'il avait reconnu son talent, est-ce que s'il avait une confiance en lui inébranlable, aurait-il pour autant réussi à écrire d'aussi grandes œuvres ? Eh bien, pas forcément. Et donc, dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où on nous dit qu'il faut avoir confiance en soi pour pouvoir réussir à faire de grandes choses, eh Kafka nous montre l'inverse, que c'est dans la torture de son être qu'il arrivait à faire accoucher de soi-même, à s'exorciser dans l'écriture d'œuvres monumentales. D'ailleurs, Milena fait un portrait très court de Kafka qui résume très bien qui était le personnage. Elle dit:
Tous ces livres décrivent les horreurs de secrets mal entendus et de culpabilité involontaire entre les êtres. C'était un homme et un artiste doué d'une conscience si aiguë qu'il entendait même là où les autres, les sourds, se sentent en sécurité. Il avait une conscience et une vision du monde qui était unique. Il avait une façon de percevoir le monde de manière complètement différente. Son regard posé sur les choses transformait les choses. Il avait un regard différent, ce qui fait que, à travers ce regard qu'il exprimait dans ses écrits, il arrivait à en faire sortir quelque chose d'extrêmement profond. Si vous voulez aller plus loin, j'ai réalisé dans mon book club que je viens tout juste d'ouvrir une vidéo sur la philosophie de Kafka et notamment sur sa philosophie de l'angoisse que je vous invite à aller regarder dans mon book club. Vous pouvez y accéder, il y a un essai gratuit de 7 jours, ça vous permettra de pouvoir voir comment c'est à l'intérieur. C'est accessible pour tout le monde, vous allez passer un bon moment, c'est une communauté de partage justement où on fait des lives tous les mois sur les découvertes littéraires, je vous propose du contenu inédit sur la philosophie de différents auteurs, sur différentes réflexions en fonction des sujets qui nous touchent de près, que ce soit au niveau du langage, au niveau des sentiments, au niveau des réflexions existentielles. On aborde vraiment différents sujets. C'est un lieu de partage, on partage des écrits et je vous fais aussi des recommandations de livres personnalisés en fonction de vous, de vos attentes, en fonction de ce que vous désirez vraiment. Et donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ça fait que je vais pouvoir vous faire découvrir des œuvres qui sont vraiment adaptées à ce que vous désirez au moment venu. En tout cas, je suis très content, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo qui m'a demandé pas mal de travail, j'ai beaucoup aimé la faire, j'aime beaucoup ce genre de vidéo-là. N'hésitez pas évidemment à m'encourager en partageant cette vidéo, en la commentant, en mettant un like à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire qui vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Mais moi, je sais déjà ce que je vais faire dans la prochaine, ce sera une femme. Et donc, je vous invite à rester connecté. Et au fait, si vous voulez rejoindre mon book club, le lien est en description. Vous avez tous les liens en description. Vous avez juste à cliquer à l'intérieur. Ça ne coûte rien. Bye bye.